Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on se penche sur le cas de Raja Nainggolan, le ninja. Un joueur que tout le monde connaît, un des milieux de terrain les plus spectaculaires de sa génération en Serie A. La crête, les tatouages, les frappes de 25 mètres, mais aussi, bien sûr, un style de vie qui a toujours fait la une. Et qui le mène aujourd'hui tout droit au tribunal. On ne parle plus vraiment de football, mais d'une possible peine de 5 ans de prison, blanchiment d'argent, participation à une organisation criminelle. L'arrestation en janvier 2025 donne le ton. 2,7 kilos de cocaïne, un demi-million d'euros en liquide, des armes à feu. C'est une chute absolument vertigineuse. C'est exactement là que se situe notre discussion. Au fond, la vraie question, c'est de savoir si cette chute était inévitable. Est-ce que le caractère rebelle, qui a fait de lui ce joueur exceptionnel, était aussi ce qui allait forcément le détruire? Ou est-ce simplement le résultat d'une série de mauvais choix personnels? C'est bien la question centrale, oui. Pour ma part, je suis convaincue qu'on ne peut pas séparer le joueur de l'homme. Son identité, forgée dans l'adversité la plus totale, est à la fois, je pense, la source de sa grandeur sur le terrain et la raison inéluctable de sa déchéance. C'est une tragédie presque classique. Et de mon côté, je défendrai l'idée qu'on lui cherche un peu trop d'excuses. Son passé a été difficile, personne ne le nie. Mais il a eu des opportunités en or, des chances que peu de gens obtiennent. Et il les a gâchées une par ses propres décisions et, il faut le dire, un manque de discipline absolument flagrant. Mais cette discipline, n'est-ce pas justement ce qu'il a toujours refusé? Pour comprendre Nainggolan, il faut repartir de son enfance à Anvers. Un père qui disparaît, une mère Lizzie, qui élève seule 5 enfants dans un quartier difficile. C'est là qu'il apprend sa leçon de vie, sa phrase fétiche « Si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'avoir ». Cette rage, cette hargne, c'est ça qui l'a propulsé. Je comprends l'idée de la rage comme moteur, bien sûr, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. Cette rage, elle peut te faire gagner des duels au milieu de terrain, mais elle ne justifiait pas tout. Quand il arrive au plus haut niveau, avec les salaires et la notoriété qui vont avec, les règles du jeu changent. Il n'est plus seul contre le monde. Mais c'est ainsi qu'il s'est toujours perçu. Sa transformation en ninja à Cagliari juste après le décès de sa mère en 2010, c'est la preuve que sa force venait de sa douleur. Il est devenu plus agressif, un récupérateur de ballons phénoménal. Tout son personnage public, les tatouages, les cigarettes qu'il assumait fumer, ce n'était pas une provocation gratuite, c'était l'expression d'une authenticité totale. Il a toujours refusé de rentrer dans le moule, quoi. Ce que vous appelez authenticité, moi j'appelle ça un manque de professionnalisme pur et simple. Prenons un exemple concret. Ce fameux direct sur Instagram en décembre 2017. Il est joueur de l'AS Roma, un club immense, et il se filme ivre, en train de fumer et d'insulter des gens. Comment peut-on défendre ça au nom de l'authenticité? C'est un manque de respect total pour son club, ses coéquipiers, les supporters. Sa réaction à l'époque, c'était « une nuit spéciale où on peut exagérer un peu ». C'est maladroit, certes, mais ça montre un homme qui ne veut pas vivre sous cloche, qui refuse l'hypocrisie du footballeur modèle qui se cache pour faire la fête. Lui, il assume. Et sur le terrain, cette énergie, cette liberté se traduisait par des performances exceptionnelles. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais on peut, justement. C'est tout le problème. D'innombrables grands joueurs ont eu une enfance difficile et ils ont su canaliser cette rage pour devenir des professionnels irréprochables. Lui, il a choisi une autre voie. Son échec à l'Inter Milan en est la preuve la plus éclatante. Le club mise 38 millions d'euros sur lui, c'est un investissement colossal. Et que fait-il? Il devient, selon les dires, ingérable. Retards à l'entraînement, soirées arrosées. Attendez, son passage à l'Inter est plus complexe. Il arrive dans un club qui change de projet. Et l'arrivée d'Antonio Conte... Justement, parlons-en. L'arrivée de Conte, un entraîneur qui incarne la discipline, le travail, la rigueur, a révélé le fond du problème. Conte n'a pas pu le gérer. Résultat, 50 minutes de jeu en une demi-saison. Ce n'est pas un hasard. Conte exige un engagement total. Nainggolan n'était pas prêt à le donner. Ce n'est pas le système qui l'a rejeté. C'est lui qui a refusé les exigences du très très haut niveau. Mais Conte n'est pas le seul modèle. Regardez sa meilleure saison en carrière, 2016-2017, avec la Roma, sous Luciano Spalletti. 14 buts, 6 passes décisives. Il est partout sur le terrain. Spalletti disait de lui « C'est un joueur capable de tout faire ». Il avait compris comment utiliser cette énergie brute, comment la canaliser sans la briser. Il acceptait l'homme pour avoir le joueur. Fumer 5 à 6 cigarettes par jour ne l'empêchait pas d'être dans l'équipe type de Serie A 3 ans de suite.
Spalletti a su assurer les serrés, mais Conte et Roberto Martinez, deux coachs de calibre mondial, n'ont pas pu. N'est-ce pas la preuve que le problème venait ultimement du joueur et non des entraîneurs? Son exclusion de la Coupe du Monde 2018 est un cas d'école. La Belgique a une génération dorée, une chance unique de gagner. Martinez lui explique qu'il ne peut pas lui garantir une place de titulaire, qu'il aura peut-être un petit rôle. La réaction de n'importe quel professionnel aurait été de dire « je suis là pour l'équipe ». Mais ce n'est pas lui. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Pour lui, accepter un petit rôle, c'était se renier. C'était admettre qu'il n'était plus le guerrier qui se bat pour sa place. Comme il l'a écrit lui-même en prenant sa retraite internationale. Être soi-même peut déranger. Il a préféré s'aborder sa chance de jouer une Coupe du Monde plutôt que de trahir qui il était. Il y a une forme de cohérence là-dedans, même si elle est tragique. J'appellerais plutôt ça de l'ego. Un ego démesuré qui a primé sur le collectif. Et cette indiscipline, elle n'a fait que s'aggraver avec le temps. Même lors de son retour en Belgique, au Royal Antwerp, le club de sa ville, on aurait pu croire à une rédemption, mais non. Il se fait suspendre pour avoir été filmé en train de vapoter sur le banc de touche. C'est un schéma récurrent d'autodestruction. Ce n'est plus de l'authenticité à ce niveau, c'est du sabotage. Je ne nie pas le côté autodestructeur, mais vous ignorez la part de loyauté et d'intégrité qui existe aussi chez lui. Quand sa femme Claudia a été diagnostiquée d'un cancer, il était à l'Inter. Il a tout fait pour être prêté à Cagliari, un club bien moins prestigieux, juste pour être auprès d'elle, dans un environnement qu'elle aimait. Il a mis sa carrière entre parenthèses sans hésiter. Cet homme, capable du pire, est aussi capable du meilleur. Il vit selon son propre code d'honneur, pas celui du football business. Je vous accorde que son dévouement envers sa femme à ce moment-là est admirable. C'est un geste fort. Mais cela n'efface pas le reste. On ne peut pas mettre ça dans la balance pour excuser des délits, car on ne parle plus de discipline sportive là. Il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Puis, plus tard, arrêté de nouveau pour conduite sans permis. Là, on franchit une ligne. Ce ne sont pas des actes d'une identité rebelle, ce sont des comportements irresponsables qui mettent en danger la vie des autres. C'est le chaos d'un homme qui perd pied, qui voit sa carrière lui échapper. Mais il en est le principal responsable, Gakrux. Ses derniers contrats à la Spal en Série B, puis en Indonésie, ce n'était rien d'autre, comme le dit la source, que des alibis pour se convaincre qu'il est encore quelqu'un. Une fuite en avant. Et cette fuite l'a mené tout droit dans les bras du crime organisé. C'est l'aboutissement logique de cette trajectoire. Justement, venons-en à cette affaire criminelle, le point culminant. Il faut regarder le contexte avec lucidité. Il est dans une situation financière catastrophique. Suite à son divorce, ses comptes bancaires sont gelés, il est aux abois. Dans ce moment de panique, il se tourne vers un contact pour un prêt personnel de 105 000 €. Une somme qu'il a d'ailleurs intégralement remboursée. Un contact? Allons donc. On ne se retrouve pas par hasard à emprunter de l'argent à Nasreddine Sekaki, le frère d'une des figures les plus connues du grand banditisme belge, surnommé le roi de l'évasion. C'est d'une naïveté confondante de croire ça. Un footballeur international qui a gagné des dizaines de millions d'euros dans sa carrière a d'autres options qu'un baron de la pègre. Le rapport du parquet lui-même est nuancé. Il évoque un blanchissement d'argent qui serait peut-être même involontaire. C'est une nuance de taille. Il est tout à fait possible qu'il ait été piégé, qu'il soit devenu complice malgré lui, en mettant le doigt dans un engrenage qu'il ne maîtrisait absolument pas. Il a vu une solution rapide à un problème urgent. Là, j'ai vraiment du mal à vous suivre. L'enquête de police ne parle pas d'un prêt anodin. Elle décrit des liens étroits entre Nainggolan et Sekaki. Et regardez le contexte des perquisitions de janvier 2025. On ne parle pas de petites magouilles. On parle d'armes de guerre, de gilets pare-balles, de près de 3 kilos de cocaïne, d'un demi-million en cash et de montres de luxe valant 360 000 € pièce. Ce n'est pas le décor d'un prêteur sur gage sympathique qui dépanne un ami, c'est une organisation criminelle sérieuse et violente. Affirmer qu'il n'était pas conscient de la nature de ses fréquentations, c'est lui faire un procès en naïveté qui ne tient pas la route une seconde. C'est le dernier et le pire de ses mauvais choix. En somme, ma position, elle reste la même. Radja Nainggolan est une figure profondément tragique. Le caractère qui a fait de lui ce guerrier indomptable sur le terrain, cette force de la nature, l'a rendu incompatible avec les exigences du sport de haut niveau. Il a refusé de se conformer, de jouer un rôle. Il a préféré être lui-même, même si ça devait tout détruire. D'une certaine manière, son identité, la source de sa force, a aussi été l'instrument de sa condamnation. Et pour moi, cette vision romantique occulte la réalité. Son histoire est celle d'un immense gâchis de talent. Il a eu toutes les cartes en main, le talent, la gloire, l'argent. Mais il a systématiquement pris les mauvaises décisions.
Il a saboté sa carrière sportive par indiscipline et a fini par franchir la ligne vers la criminalité par des choix conscients. Son parcours n'est pas une fatalité écrite dans son ADN, mais bien la démonstration que le talent ne suffit jamais sans la discipline et la responsabilité. Nous serons moins d'accord sur la complexité du personnage. C'est un homme de paradoxe, où le génie sportif le plus pur a toujours côtoyé une part d'ombre, une pulsion autodestructrice. Absolument. La justice tranchera sur sa culpabilité pénale, mais l'analyse de sa trajectoire nous montre les failles d'un homme qui, comme le suggère la source, attend son procès et réalise peut-être aujourd'hui que le ninja, ce n'était pas juste un surnom ou un rôle à jouer, mais une identité réelle qui a fini par le dévorer tout entier.